Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Voici l'actualité de ce jeudi soir. Et l'on commence avec cette éleveuse de cabris excédée. Ces bêtes se sont faites attaquer dans la nuit par des chiens errants. Désemparées et remontées contre la récente plainte déposée par une association de défense des animaux, l'éleveuse est allée porter ses animaux blessés devant la porte du cabinet d'avocats. Son témoignage au micro de Prisca Bigot. Ce matin, tu es vers 4h moins le quart, encore subi une attaque de chien errant. C'est pas la première fois. Pour les cabris, c'est la 3e fois. Et pour cette année, c'est la 2e fois. C'est que nous en avons marre. Et ce matin, bon, on a été un peu excédés. Maintenant, on emmène les 2 cabris devant le cabinet d'avocats qui défendent l'association, je ne sais où là, qui défendent à nous, tuer les chiens. Moi, dis-moi, c'est un moyen pour pas que nous tuions les chiens. Dis à nous. Ou bien mettre à nous à disposition des parcs gratuits. Donne à nous les pièges pour les chiens. Tu ne donnes pas nous non plus, il faut nous payer. Et c'est un coût. Et là, quand on voit la femme qui défend cette association-là ce matin, quand elle parle avec moi au téléphone, ben, si elle est plus en colère que moi. Parce qu'elle a eu l'audace, le courage d'aller prendre les 2 cabris, emmène devant son cabinet. Mais moi, il ne connaît pas quoi il fait, quoi il faut faire. Mais on m'a dit, midi et mi-redit, m'a tué les chiens errants tant que m'y peut. Et sans regret. M'a tué les chiens errants, m'a fait comme monsieur l'a fait, monsieur Payette l'a fait là-haut. Et nous dit, monsieur Payette nous va dire, nous va mener le combat jusqu'à la fin. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la disparition de Mathieu Casergue. Le procureur nous a annoncé avoir saisi le juge d'instruction pour homicide involontaire. L'annonce officielle du décès du gendarme avait en effet été prononcée 1 an après la disparition. Cette démarche permet maintenant de donner un nouveau tournant à l'enquête. L'interview au micro de Pascal Robert. Le jeune homme n'a plus donné signe de vie. C'est vrai que dans les mois qui avaient suivi, on avait pensé le voir dans différents endroits de la Réunion. Et il faut bien constater que ces pistes-là étaient des pistes sans fondement. Donc nous, on a considéré, si vous voulez, que les circonstances de sa disparition laissaient craindre qu'il soit décédé. Et donc le jugement déclare le décès et la traduction civile de cet événement dramatique. Dès la fin du mois de juin, il y a eu une enquête qui a conduit à l'audition de plusieurs dizaines de personnes, puisqu'on voulait quand même savoir dans quelles circonstances M. Casergue avait pu disparaître. Les 2 personnes qui l'accompagnaient ont été entendues, mais pas que elles. On a aussi retracé tout le déroulé de l'appel au secours, en tout cas les circonstances dans lesquelles ces deux personnes avaient fini par aviser les secours, qui du coup ont été déclenchés un peu tardivement. Donc il y a eu une enquête dirigée par le parquet et fin juillet, un juge d'instruction a été saisi. Ces plaintes ont été justement jointes à l'enquête et le juge d'instruction a été saisi de fait de non-assistance à personne en danger. Moi, tant que M. Casergue n'était pas déclaré décédé, moi je ne pouvais pas saisir le juge d'instruction de fait d'homicide involontaire. Donc comme le jugement a été rendu, nous venons de saisir le juge d'instruction de ces faits complémentaires. Donc le juge est saisi des faits de non-assistance à personne en danger et de faits d'homicide involontaire. Directement non, mais à la demande de la gendarmerie nationale qui paraît avoir été en relation d'une façon ou d'une autre avec les membres de la famille, alors lesquels nous on n'est pas rentré dans ces détails. Alors il semble qu'effectivement que, j'ai vu ça dans la presse, que notamment la mère de M. Casergue se soit émue qu'on déclare son fils décédé. Je comprends, parce qu'elle a toujours un espoir, mais c'est tout à fait humain. Mais nous on avait des éléments qui nous semblaient rendre nécessaire ce jugement. La tortionnaire de Swamina, cette jeune femme de 21 ans, décédée après avoir été retrouvée en état de famine et dans des conditions sanitaires déplorables, est depuis ce matin devant la cour d'assises. Relaxée en première instance, le parquet a fait appel. Les circonstances entourant la mort de la jeune femme restent mystérieuses. S'est-elle laissée mourir de faim ou était-elle sous influence? Élément de réponse au micro de Soichon. Dorimont Florine est à la fois une secte, elle toute seule. Elle a isolé cette femme, tout le mécanisme sectaire, coupé le téléphone, enlevé de la fac, enlevé de la famille. Et ensuite, c'est également, je crois que c'est Ravensbrück, le camp de concentration qui était réservé aux femmes. J'ai l'impression de voir l'ouverture de ce camp. Les photos, je vous ai montré, elles sont horribles. Cette femme pesait 39 kilos. Je ne vais pas rentrer dans les détails par respect pour la famille, mais je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi maltraité. Ses os n'étaient recouverts que de peau, il n'y avait plus ni chair ni graisse. Si j'oublie, il y avait des cicatrices.
nombreuses et variées. Bien sûr que j'ai beaucoup d'espoir, parce qu'on voit très bien que la personne de Mme Florine de Drimont, ce n'est pas une personne humaine, ce n'est pas du tout une personne humaine. Une personne humaine ne traite pas une autre personne de cette manière. Une personne humaine, on peut trouver une moindre empathie, mais elle n'en avait pas du tout. Elle a considéré ma fille, ma chère fille, mon unique enfant, pour moins que rien, moins que la serpillière, même les chiens en fait pas. La commune de Saint-Joseph rejoint la charte du parc national et espère ainsi développer le tourisme sur son territoire. Après 10 ans de concertation, l'adhésion a été officialisée ce matin. Prisca Bigot y a assisté. On est à la porte du volcan, c'est une des portes du volcan. On est en cœur de parc et on travaille véritablement à faire en sorte, puisqu'il y a un existant avec les acteurs économiques et touristiques du territoire, à vouloir justement un développement. Alors comment faire en sorte qu'on puisse allier conservation de notre patrimoine végétal, matériel, immatériel à notre histoire et dans le même temps à promouvoir justement, je dirais, le territoire avec sa population. Moi, c'est dans ce sens qu'on a voulu en tout cas voir cette convention, c'est-à-dire une convention qui nous mène à la réalisation d'un projet et non pas une convention qui vient brider par des décisions législatives et réglementaires qui nous diraient seulement ce qu'il ne faut pas faire. En gros, aujourd'hui, on signe quelque chose pour qu'on nous dise ce qu'il faut faire. C'est un acte fort, comme je vous disais. Ça a pris du temps, mais enfin, les choses ont pu avancer. Et le premier projet qui sera mis en lumière aujourd'hui, c'est notamment la liaison entre le village de Grand Coude et le volcan. C'est cette concrétisation-là qui est très importante pour les acteurs du territoire, pour les associations qui œuvrent sur le village de Grand Coude et peut-être plus largement sur la commune de Saint-Joseph. Et l'on termine avec l'histoire de Laurent Katassamy. Après avoir remporté le mois dernier le concours national de la meilleure baguette de tradition française, il se prépare déjà pour son prochain challenge. Portrait d'un jeune boulanger ambitieux avec Marine Abat. Une bonne baguette, c'est une baguette déjà bien cuite pour justement développer ses arômes. Et ensuite une baguette qui est bien aérée, c'est-à-dire bien alvéolée. C'est signe d'une bonne fermentation en fait. Cette passion, on va dire qu'elle arrivait un peu après, c'est-à-dire en fait au début j'étais dans un lycée général. Et donc pour moi je ne pensais pas du tout faire le pain et c'était pas un métier qui m'intéressait. Après le bac, mon père a décidé de monter une boulangerie et là il m'a pas donné le choix, il m'a dit soit tu rentres dedans ou soit ça se passera mal. Et je suis rentré un peu par forcing et ce métier m'intéressait vraiment pas du tout. Et au final, voilà, c'était des... Jusqu'à présent, je me bats contre ça parce que je regrette d'avoir jugé ce métier trop vite sans savoir au final. Et c'est ce que les jeunes, justement, pensent de ce métier. C'est vrai que c'est un métier pas facile, mais c'est un métier incroyable. Il y a un mois, vous avez gagné le concours de la meilleure baguette de tradition française. Comment vous avez eu l'idée de vous présenter et comment vous vous êtes préparé à ce concours? En fait, l'idée m'est venue par rapport à mon président de syndicat, M. Takoun, celui qui représente l'organisation des boulangers de La Réunion. Et il a eu confiance en moi, il savait aussi ce que j'étais capable de faire, et il m'a dit, voilà, pour lui, je parie la personne idéale pour représenter La Réunion lors de ce concours. Et ensuite, pour la préparation, ça s'est passé à La Réunion, à côté de mon professeur, M. Zeganadin, qui est un prof au lycée hôtelier à Plateau-Caillou. Et ensuite, après, avec les déplacements en métropole, j'ai eu quand même quelques petites formations qui m'ont aidé quand même. Là, je ne m'attendais pas à ça du tout, vu le niveau et vu les candidats présents, mais ensuite, c'était que du bonheur, de la joie. Quand j'ai vu tout le monde qui criait Vive la Réunion l'est là, pour moi, c'était quelque chose de magnifique. Quelles sont selon vous les qualités que vous avez qui vous ont permis de gagner ce concours? Qualité, on va dire, après je me suis quand même pas mal entraîné. Ensuite, j'aime mon métier, je pense que ma qualité première c'est ma passion, c'est-à-dire l'amour que je porte au métier. Oui, la clientèle a quand même augmenté et surtout les gens qui ne connaissaient pas forcément le coin, maintenant ils s'intéressent et ils voyaient que le pain est bon, du coup il fait des lises quoi.
oui, on entend à peu près 8 fois plus de tradition française parce que justement c'est ce pain que j'ai représenté dans le concours. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain dès midi pour une nouvelle édition.